On va enchaîner tout de suite sur la présentation de François Ponce sur les opérations extérieures qui posent des problèmes voisins avec des conditions différentes. Je vais faire passer ce message. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, donc je suis extrêmement honoré d'être dans cette session. Je remercie Richard Villet qui m'a invité. Et je suis d'autant plus honoré d'être associé dans cette comme séance sur la substitution au professeur Mukwege, mais je suis au professeur Mukwege. Donc je suis très honoré d'être associé au professeur Mukwege dans cette séance et je salue le professeur Mukwege. Donc on m'a demandé de vous parler de la chirurgie en opération extérieure. Chirurgie que j'ai pratiquée en tant que ex-chirurgien militaire et que j'ai enseigné comme enseignant au Val-de-Grâce. Alors, qu'est-ce que la chirurgie en opération extérieure? C'est une chirurgie qui est faite par les chirurgiens militaires, qu'ils soient d'active ou de réserve. Et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de chirurgiens réservistes, donc de civils qui font des périodes, qu'on envoie en opération extérieure. Ces chirurgiens, lorsqu'ils sont en France, ils travaillent dans les hôpitaux civils ou militaires de différentes spécialités. Lorsqu'ils sont d'alerte, ils peuvent être déployés parfois en peu de temps en opération extérieure, le but étant alors le soutien chirurgical des troupes françaises et des troupes alliées. Alors, je mets ici la liste des non exhaustifs de nombreuses opérations extérieures auxquelles va participer l'armée française depuis une trentaine d'années, depuis la guerre du Golfe jusqu'aux opérations au Mali actuellement, en passant par l'ex-Yougoslavie, l'Afghanistan et de nombreuses opérations dans différents pays d'Afrique et également au Moyen-Orient. Alors, il faut savoir qu'il y a trois types d'opérations extérieures. Il y a celle qui est strictement militaire, l'exemple c'est la guerre du Golfe, il y a deux armées qui s'opposent, le service santé ne participe qu'à ces actions de guerre. Il y a des opérations qui sont exclusivement humanitaires, qui sont relativement rares, mais qui sont possibles, où on envoie, c'est pas tout à fait au sens strict des opérations extérieures, mais on envoie des équipes chirurgicales militaires pour aider dans le cadre de certaines catastrophes. Ça a été le cas en Haïti et ça a été le cas en Jordanie à la frontière avec la Syrie. Enfin, il y a, et c'est le cas le plus fréquent, des opérations militaires dans un contexte où il y a un soutien humanitaire. Et là, l'équipe chirurgicale qui est déployée, bien entendu, la priorité, c'est le soutien des forces françaises, mais elle peut être amenée à participer aux soins des populations en fonction des circonstances. Actuellement, les opérations extérieures en 2022 sont surtout ciblées dans l'opération Barkhane au niveau du Tchad, où on a une équipe chirurgicale à N'Djamena au Tchad, qui est depuis des années, et on a, en fonction des circonstances, 3 ou 4 équipes chirurgicales au Mali. Il faut rajouter à cela, même ce ne soit pas strictement les opérations extérieures, une équipe chirurgicale à Djibouti, et parfois, en fonction des circonstances, une équipe chirurgicale dans la force d'action navale, soit sur le porte-avions Charles de Gaulle, soit sur les porte-hélicoptères amphibies, type Tonnerre ou Mistral. Alors, dans quelle structure chirurgicale va travailler un chirurgien en opération extérieure? Les structures sont fondées sur le principe de la prise en charge échelonnée des blessés, avec des dénominations qui sont un peu dérivées de celles de l'OTAN, rôle 1, 2, 3 ou 4, et le blessé passant par ces différents stades. Le premier, c'est le rôle 1, c'est la relève du blessé. Le deuxième stade, c'est la première structure chirurgicale, qui est l'antenne chirurgicale ou rôle 2, où le blessé reçoit ses premiers soins. Et ensuite, il est évacué vers la métropole. Dans les théâtres un peu importants, on est obligé de mettre plusieurs antennes chirurgicales de manière à ce que le blessé soit jamais très loin d'une antenne chirurgicale. Et on met parfois une structure plus importante qu'on appelle un rôle 3, qui peut être un hôpital médico-chirurgical, un groupement médico-chirurgical. En fonction de l'endroit où le blessé est atteint, il sera dirigé soit sur la première antenne chirurgicale, soit directement vers le rôle 3, et ensuite il est évacué vers la France. Dans certains cas particuliers, en particulier pour les opérations spéciales, lorsque les opérations se font très à distance de l'antenne chirurgicale, on va mettre en place un module de chirurgie vitale qui est une toute petite structure chirurgicale qui a pour but de ne traiter que 2 ou 3 blessés pour les gestes les plus graves, véritablement vitaux, et de manière à raccourcir le délai avant la première geste chirurgical. Ensuite, le patient est envoyé vers l'antenne. Alors, je vous montre donc quelques-uns de ces rôles. Ici, vous voyez un rôle 1 au Mali, qui est armé par des médecins et des infirmiers et des auxiliaires sanitaires. Ici, ce module de chirurgie vitale, qui est toute petite structure avec 5 personnels, 800 kilos. Actuellement, ils sont en train d'en faire un qui devrait faire environ 600 kilos, qui permet de faire 2-3 gestes dans un environnement assez sommaire, hébergé sous une tente. Les tables sont des brancards et le matériel est entièrement dans des sacs.
Chaque fois que possible, ce module peut se déployer dans une structure en dur si en existe une. Vous voyez ici un module déployé au Moyen-Orient avec une sternotomie faite dans ce contexte. Le vrai rôle 2, c'est l'antenne chirurgicale. Alors, je vous montre ici la K05, qui est celle qui a été le plus utilisée pendant les 15 dernières années. C'est la case chirurgicale, c'est 12 personnels. C'est déployé sur 3 tentes, une tente pour le bloc opératoire et le déchocage, une tente pour le triage, une tente pour l'hospitalisation. L'ensemble est prévu pour pouvoir être autonome pendant 48 heures et opérer 10 à 12 patients par jour. Et l'ensemble fait environ 8 tonnes. Vous voyez ici donc une antenne chirurgicale de ce type déployée à Tessalit au Mali, avec la partie, ici la partie donc déchocage de la tente et ici le bloc. Alors vous voyez que le bloc est quand même relativement important avec un gros cialytique, une vraie table chirurgicale, un respirateur. Donc, il a été, depuis 2 ou 3 ans, il a été mis en œuvre la réorganisation de ces antennes de manière à obtenir des antennes qui soient encore plus mobiles, encore plus rapides à déployer et surtout à redéployer. L'ancienne antenne se montait très rapidement. En revanche, quand il fallait la déplacer, ça prenait beaucoup de temps. Donc, a été conçue cette nouvelle antenne qui s'appelle l'antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage. Donc, il ne fait que 4 tonnes et qui est basé sur un système modulaire. Le module de base, c'est celui que vous voyez ici, avec le déchocage, le bloc opératoire avec 2 postes, l'unité de soins intensifs avant évacuation. Vous voyez ici donc l'antenne donc qui va remplacer progressivement les anciennes antennes. Et vous voyez ici celle qui est déployée actuellement à Gossi au Mali avec le bloc opératoire. Et vous noterez que par rapport à l'antenne précédente, il n'y a plus de cialytique, c'est remplacé par des lampes frontales donc de qualité. Il n'y a plus de table opératoire, le patient est opéré sur un brancard. Et vous voyez ici pour ceux qui font de la chirurgie viscérale, l'écarteur qui est ici, c'est l'écarteur d'Alexis. C'est un petit écarteur à usage unique très léger qui remplace les écarteurs de Gosset qui ne sont plus dans les boîtes parce qu'ils sont lourds, parce qu'il faut des grosses boîtes pour les stériliser. Donc tout a été étudié pour que ça soit le plus mobile possible. Alors c'est un système modulaire, donc l'antenne de base c'est ça. On peut rajouter un petit module post-médical avec des médecins. On peut rajouter une hospitalisation, un secteur pour les soins aux populations si on fait des soins aux populations. Et éventuellement on arrive à ce moment-là à une grosse structure, radiologie, pharmacie, scanner. Actuellement, donc, nous avons ce qu'on appelle des rôles intermédiaires de rôle 2-3. Il y en a un à Gao qui est dans une structure de type conteneur et métallotextile. Et nous avons une autre à N'Djamena qui, elle, est installée depuis longtemps en dur. Et dans les 2 cas, il y a un scanner multibarrette qui est quand même extrêmement intéressant pour la pratique de la chirurgie d'urgence. Dans les circonstances idéales, nous n'en avons pas actuellement. On peut avoir ce qu'on appelle un rôle 3, qui est en fait un véritable hôpital. C'est ce que nous avions à Kaboul avec l'hôpital de la HMC Kaya sur l'aéroport de Kaboul. Véritable petit hôpital avec scanner, spécialiste, etc. Mais en fait, c'est extrêmement rare d'avoir ce type de situation. Alors donc, comment on va employer le chirurgien en OPEX? En gros, deux cas de figure. Celui où il opère et on évacue très rapidement, bien sûr dans le cas de module chirurgie vitale où le patient sera évacué dès la sortie du bloc, mais également pour les antennes chirurgicales de GMC où le patient doit être évacué rapidement. Mais dans certains cas, on ne peut pas évacuer, soit parce que la géographie ou les combats ne le permettent pas, ou le climat, et soit parce qu'on traite des blessés des patients locaux et qu'il faut donc les garder et les hospitaliser. Alors, que doit savoir faire un chirurgien en opération extérieure? Bien entendu, il doit savoir faire face à toutes les urgences traumatiques, dans toutes les régions du corps, crâne, thorax, abdomen, etc. Il doit connaître parfaitement les principes du damage control pour les patients graves hémorragiques, et il doit connaître les spécificités de la chirurgie de guerre, essentiellement les particularités des plaies par projectile et par explosion, et la possibilité d'avoir à trier un afflux de blessés. Il doit aussi savoir prendre en charge les urgences non traumatiques, parce qu'un militaire français peut très bien faire une appendicite ou une péritonite, il faudra l'opérer sur place. Alors, je vous montre quelques exemples de spécificités de plaies par projectile. Le problème du polycriblage, avec ses difficultés diagnostiques et thérapeutiques. Les grosses lésions pourraient être provoquées par des balles ou par des éclats. Les arrachements de membres par explosion. Les lésions malheureusement possibles chez des enfants dans ce contexte, avec les problèmes techniques et que cela peut poser. La deuxième chose à laquelle il doit être prêt et formé, c'est recevoir un afflux de blessés. Ça peut se faire dans des circonstances extrêmement différentes. Vous voyez ici un afflux avec les blessés qui sont posés devant la tente sur l'herbe, ici dans un hangar à N'Djamena ou dans une structure comme en Afghanistan. Dans tous les cas, il faut une très bonne organisation, un tableau pour trier les patients, définir une catégorie et définir un ordre de passage au bloc.
Que doivent-ils savoir faire? Ils doivent aussi savoir faire les gestes au profit des populations civiles. J'avais exposé ceci à l'Académie il y a quelques années. Dans quelles conditions un chirurgien militaire peut être amené à faire de l'aide? On n'appelle pas ça d'aide humanitaire, mais de l'aide médicale aux populations. C'est en fonction des circonstances. Bien entendu, ce n'est pas systématique, mais dès qu'une opération a tendance à sédentariser, lorsqu'il y a peu de combats, si les conditions de sécurité sont remplies, on peut traiter les populations pour faire quel type de chirurgie? Bien entendu, les urgences. Il ne serait pas éthique de refuser une urgence quel que soit le patient, mais également on peut être face à des problèmes de pédiatrie, de gynécologie obstétrique, et peut se poser la question, et ça se fait de manière assez régulière, de faire de la chirurgie réglée, mais si on le fait, il faut respecter certains principes. Il faut qu'il y ait un besoin au niveau de la population, il faut que ça soit en collaboration stricte avec le système de la santé local, s'il y en a un, et avec les ONG, s'il y en a qui sont déployés. Bien entendu, les indications doivent aussi être bien réfléchies, il ne faut pas proposer n'importe quel type de chirurgie dans ce genre de mission. Vous voyez ici donc des contextes d'AMP. Nous avons pu le faire en Afghanistan. Il y a beaucoup d'aide médicale aux populations à l'hôpital de Kaya. Nous le faisons beaucoup au Tchad actuellement et un petit peu au Mali en fonction des circonstances. Que doit savoir faire un chirurgien en OPEX? Ça peut paraître provocateur, mais il faut qu'il sache ne rien faire. Et ça fait partie du métier aussi, c'est d'attendre l'urgence. Donc, s'il y a peu ou pas de combat, s'il n'y a pas de possibilité de soins en population, le chirurgien ne fait rien. Tout le monde est content. En tout cas, les forces sont contentes parce que ça signifie qu'il n'y a pas de blessés. Mais le risque, c'est, si ça dure trop longtemps ou si ça se renouvelle trop souvent, qu'il y ait une démotivation du chirurgien. Et le deuxième risque, surtout, c'est la perte d'efficacité d'une équipe chirurgicale qui ne fait rien. Donc, la question récurrente et souvent débattue est de savoir pendant combien de temps on peut laisser un chirurgien avoir une équipe chirurgicale sans rien faire. De mon point de vue et celui de la chaire de chirurgie à l'heure actuelle, c'est environ 4 semaines au bout de laquelle il est nécessaire de relever une équipe qui ne fait rien. On peut comparer ça à ce qu'on fait pour un pilote, c'est ce qu'on laisserait un pilote 4 mois sans rien faire et brutalement il faudrait qu'il parte sur un vol compliqué. Alors, le problème de la formation. Si un chirurgien qui est en France, et tout particulièrement les jeunes chirurgiens, il est hyper spécialisé. Actuellement, on va vers la chirurgie d'organes. Les chirurgiens orthopédistes sont membres supérieurs ou membres inférieurs. Les viscéralistes sont bariatriques et hépatobiliaires ou colorectaux. Et cette hyper spécialisation, qui était déjà bien en œuvre, a été considérablement amplifiée par la dernière réforme du 3e cycle de 2017. Le chirurgien en France fait peu de traumatologie, il fait beaucoup de chirurgie mini-invasive, voire robotique, il fait beaucoup de traitements non opératoires dans le cadre de la chirurgie d'urgence. Bien entendu, il suit les recommandations d'évidence de médecine. Il travaille dans de bonnes conditions, même s'il n'en est pas toujours bien persuadé, et il est un peu inquiet de la judiciarisation. Ce même chirurgien, du jour au lendemain, se retrouve en OPEX. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aborder toutes les régions du corps, ne faire presque que de la traumatologie. Il ne peut pas faire de la paroscopie, il doit donc faire des grandes voies d'abord, et il y a peu d'EBM, et parfois les conditions sont un peu limitées sur le plan technique, voire associées à une insécurité. Donc comment obtenir qu'une équipe chirurgicale déployée en OPEX puisse faire face à ça? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs solutions. La première solution, très riche, j'appelle ça la solution américaine, c'est de déployer tous les spécialistes en opération extérieure. C'est ce que font souvent les Américains. Il y a un gynécologue, il y a un urologue, il y a un chirurgien, il y a un neurochirurgien, etc. C'est bien, mais c'est pas toujours possible, même pour les Américains, parce qu'il y a certains endroits où on ne peut pas déployer tout le monde. La deuxième solution, c'est de continuer à former des chirurgiens généralistes polyvalents. J'appelle ça la solution allemande parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Leurs chirurgiens militaires ne sont autorisés à se spécialiser qu'assez tardivement dans leur cursus. Nous, ça n'est pas possible, et ça l'est encore moins maintenant avec la réforme de 2017. Donc la solution française, c'est de former le noyau chirurgical qui était autrefois un binôme. Le binôme, c'était un orthopédiste et un viscéraliste. Preuve de la spécialisation, on vient de rajouter maintenant un troisième chirurgien qui est un chirurgien de tête et cou, en sachant néanmoins que le viscéraliste, ça peut être un vasculaire, un viscéral, un thoracique ou un urologue. Et que le chirurgien de tête et cou peut être un neurochirurgien, un ORL ou un maxillofacial, chacun n'étant pas parfaitement à l'aise dans les autres spécialités. Donc le but de la formation de ces chirurgiens, c'est de former ce trinôme de base pour qu'il acquiert une certaine polyvalence, qu'il puisse s'aider et qu'éventuellement il puisse opérer chacun lorsqu'il y a deux chantiers opératoires. Donc pour ça, de quoi disposons-nous? Du cursus de formation initiale.
Donc, il doit bien entendu, pour les internes, respecter le cursus qui est imposé par le DES, mais on essaie d'en faire des semestres hors spécialité. C'était déjà pas facile avant la réforme de 2017, c'est quasiment impossible maintenant, d'autant que et en plus, il faut trouver un semestre formateur. Si on met un chirurgien orthopédiste dans un service de viscéral où il voit que de la laparoscopie, ça n'a pas d'intérêt. Et si on met un viscéraliste en orthopédie et qui voit que de l'arthroscopie ou de la prothèse blanche, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il voit, par exemple, des fixateurs externes. D'où l'importance de ce stage à l'étranger que nous avons rendu obligatoire il y a maintenant une quinzaine d'années presque. Ils sont tous obligés de faire 2 mois dans un hôpital étranger en Afrique, au Tchad, à Dakar ou au Gabon. Et c'est particulièrement, ça a été évoqué avec les stages qu'on peut faire au Cambodge, mais je crois que c'est particulièrement important. Ils découvrent une autre culture, ils font beaucoup de chirurgie ouverte. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt lors des journées à la francophonie que des chirurgiens civils commençaient à faire ces échanges avec les hôpitaux de Dakar en particulier, et je crois que c'est tout à fait fondamental. Enfin, le troisième volet, c'est le cours spécifique que nous leur faisons, qui est le cours avancé de chirurgie en mission extérieure, que j'ai créé en 2017, qui va donc fêter ses 15 ans, qui est ciblé sur nos zones internes et assistantes 5e, 6e année, mais qui est ouvert aussi, dans le cadre de la formation continue, aux chirurgiens en poste, aux réservistes et aux chirurgiens civils qui le souhaitent. Ce cours comporte 5 modules de 3 jours, chaque module associant des cas cliniques et des retours d'expérience par des chirurgiens qui reviennent d'OPEX, des cours théoriques et des exercices pratiques. Alors, je passe rapidement sur ces 5 modules. Le premier, il est constitué essentiellement de ce qui est spécifiquement militaire, le triage, la balistique, etc. Les 3 suivants sont en fonction des régions anatomiques et le dernier est dédié à l'aide aux populations. Alors, je vous montre l'exemple d'un cas clinique qu'on peut leur montrer, une plaie par de l'artère axillaire qui arrive garottée. Qu'est-ce que vous faites? Quelle voie d'abord? Est-ce que vous faites une fasciotomie? Est-ce que vous mettez un fixateur externe, etc. Autre exemple, un blessé écrasé par un hélicoptère, donc le périnée ouvert. Qu'est-ce que vous faites? Laparotomie, colostomie ou pas? Les ateliers pratiques sont les ateliers qui sont sur sujet anatomique. À chaque atelier, ils vont faire un certain nombre de gestes. Au niveau du module membre, ils feront fixateur externe, lambeau, abord vasculaire des membres. Au niveau ils feront les abords du cou, du crâne et des thorax. Et au niveau du module abdomen, les abords abdominaux, les différentes manœuvres d'exposition et le packing sous-péritonal. Un dernier module est sur le réacteur biologique, en l'occurrence le porc. On leur apprend à traiter les hémorragies, les plaies du cœur et les lésions vasculaires. Vous voyez ici, bien entendu, avec toujours, et ceci pour tous les chirurgiens, toutes les spécialités, doivent apprendre toutes les techniques chirurgicales les plus simples, du damage control, le packing hépatique, l'agrafage des lésions viscérales, comment gérer un abdomen ouvert, le shunt vasculaire ou le fixateur externe. Le module 5 est un peu particulier puisqu'il est dédié aux soins aux populations, une partie importante de le faire. On leur fait un rappel d'éthique, de droit humanitaire, quelques notions de gynéco-obstétrique et de pédiatrie et un peu de pathologie non traumatique et médecine tropicale. Ce qui est important, c'est de dire à ces jeunes chirurgiens, voilà ce que vous pouvez faire et voilà ce que vous ne devez pas faire. Et il est assez intéressant de voir qu'autrefois, ma génération qui m'a suivi, c'était plutôt ce que vous ne devez pas faire que leur dire non, même si tu sais faire une œsophagectomie, il faut pas la faire dans ce contexte. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut leur dire oui, même si tu n'es pas urologue, tu as le droit de faire une lithiase vésicale, une petite lithiase vésicale, parce que ça rend service. Je vous montre quelques exemples. Donc la lithiase vésicale chez l'enfant, une petite taille vésicale va permettre de rendre de grands services à un enfant qui a une lithiase vésicale de cette taille. Ici, une hernie inguinale volumineuse, est-ce qu'il faut les traiter? Quelles précautions prendre? Et enfin, quelques spécificités tropicales, le pied de Madura, qu'on peut rencontrer au Tchad, ou l'ulcère de Buruli, qu'on rencontre en Côte d'Ivoire. A été rajouté à ces 5 modules, le module en 2017, un module SimLive que j'ai présenté également à l'Académie, qui est un module spécifique qui se fait sur le modèle cadavérique ventilé et perfusé de la faculté de Poitiers, qui est à mon sens le meilleur des modèles de simulation pour l'enseignement de damage control. Et donc les jeunes chirurgiens qui ont terminé ce cours, une fois qu'ils ont été affectés en antenne chirurgicale, avant d'y aller, vont faire ce module damage control où ils vont ensemble faire le damage control thoracique, abdominal et vasculaire. Alors j'avais déjà montré ceci à l'Académie. Vous voyez, c'est un modèle qui est extrêmement réaliste. Vous voyez ici un cadavre sec. Ici, vous avez un cadavre ventilé perfusé. Les poumons sont ventilés. Les poumons peuvent buller. Donc, il faut que le chirurgien sache dire à l'anesthésiste, arrête de ventiler pour que je puisse m'exposer. Et
Au plan vasculaire, on peut créer un certain nombre de lésions. Vous voyez ici une plaie du cœur. Le cœur ne bat pas, mais on a quand même des caillots qui sortent. C'est une hémorragie pulsée. Et au niveau vasculaire, également, ils apprennent la voie d'abord des vaisseaux, comment faire un shunt et comment faire face à une lésion vasculaire. Voilà. Le dernier module qu'ils font également, que nous faisons en association avec l'armée allemande, c'est un module spécifique sur la chirurgie vasculaire qui est extrêmement pratique. Alors, pour conclure, pour les former à la chirurgie en OPEX, c'est une formation qui peut se faire qui se fait sur 2 ans, qui peut éventuellement se faire sur 1 an, dans lequel il y a qui va de prendre de 16 à 18 jours et de 12 à 16 demi-journées d'exercice pratique. Enfin, pour compléter, de manière qu'ils aient une formation à type de team training, ils font un CASHIRMEX antenne chirurgicale, c'est-à-dire qu'on regroupe toute l'équipe, dont en l'occurrence maintenant le CASHIRMEX pour l'ARCS, on les fait venir ensemble, ils montent, ils apprennent à connaître le matériel, ils le montent, ils le démontent, ils ont quelques cours en particulier pour les paramédicaux, et ils font des exercices de simulation, 3 exercices, l'accueil d'un blessé grave, le triage d'un afflux de blessés grimés et le contrôle des hémorragies. Enfin, à l'issue, ça permet d'obtenir une certification, ce qui va bien avec les normes de l'OTAN actuelle. Alors, je terminerai par ce cas que je présente toujours avec plaisir. C'est un jeune soldat qui a été blessé en Afghanistan, donc plaie par balle avec thoracique thoraco-abdominal, reçu antenne chirurgicale, arrêt cardiaque, thoracotomie d'abord droite, élargissement en clamshell, traitement d'une plaie du cœur avec un excellent résultat. Et je le montre avec plaisir parce que c'était un jeune chirurgien viscéraliste qui a fait ce geste de chirurgie thoracique et qui l'a très bien fait. Voilà, pour terminer, une petite prospective, les conflits actuels sont dominés par le fait qu'il s'agit de conflits asymétriques, dits asymétriques. Donc en fait, on a la maîtrise aérienne, la maîtrise des communications, même s'il y a hélas eu un certain nombre de blessés et de morts à déplorer, il y a rarement de très grosses pertes et de très gros afflux. Donc, on peut faire une prise chirurgicale de qualité, c'est-à-dire que le patient sera amené très rapidement au chirurgien et très rapidement évacué. L'avenir, et on en parle beaucoup actuellement, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet, c'est peut-être les combats à haute intensité. Ces combats à haute intensité, ça voudrait dire moins ou pas de maîtrise aérienne, moins de communication, des pertes beaucoup plus importantes et donc de longs délais d'évacuation. Donc, comment le chirurgien en opération extérieure pourra faire face à ce type de conflit ? Il y a beaucoup de réflexions dans lesquelles je ne suis pas très compétent. La première idée simple, c'est de multiplier les équipes chirurgicales. Plus il y aura d'équipes chirurgicales sur le terrain, plus on aura de chances que nos blessés soient pris en charge, surtout si on ne peut pas les évacuer. Mais ça implique de former tous ces chirurgiens. Après, il y a d'autres hypothèses. Il y a la robotique. La robotique qui remplacerait le soldat, ça diminuerait le nombre de blessés, ou la robotique qui remplacerait le personnel soignant, par exemple en aidant à l'évacuation des patients. Il y a au niveau des États-Unis une recherche médicale assez intéressante où ils voudraient remplacer la fameuse Golden Hour. La Golden Hour, c'est l'heure où on essaie d'amener le blessé au chirurgien. C'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Les États-Unis, les recherches au niveau des médecins militaires américains vont vers le Golden Day. Comment garder un patient une journée après une blessure grave et hémorragique avant que le chirurgien puisse le voir. Ça impliquerait d'utiliser de nouveaux moyens d'hémostase, comme des mousses à l'intérieur de l'abdomen qui font l'hémostase, comme des ballons intra-aortiques, ou de trouver de nouveaux solutés de remplissage ou de diminuer les conséquences physiopathologiques d'une hémorragie. À mon sens, le problème est surtout psychologique et sociétal. Est-ce que les familles de nos soldats, est-ce que la société est prête à des pertes massives? Je n'en suis pas totalement sûr. Moi, je conclurai en disant qu'un chirurgien d'opération extérieure, un jeune chirurgien, ce qu'on lui demande, c'est de savoir s'adapter. Il peut s'adapter à des circonstances parfois extrêmement différentes, plus ou moins importantes. Il faut qu'il essaie de retrouver une polyvalence qui n'est plus du tout dans l'air du temps. Et tout ceci, bien sûr, pour le bien de nos soldats qui risquent leur vie pour la France, mais également de tous les blessés et les patients qui prennent en charge. Et je pense que les jeunes chirurgiens actuellement, qui sont beaucoup de jeunes chirurgiens militaires et réservistes, qui sont mis actuellement en contribution, font ça très bien. Ils sont très fréquemment mis en contribution et ils ont beaucoup de mérite. Et je pense qu'ils en ont beaucoup plus que nous en avions parce que le fossé qu'il y a entre la chirurgie qu'ils font en France et la chirurgie qu'ils font en opération extérieure, et c'est la même chose pour tous ceux qu'ils soient militaires ou non en opération extérieure, est beaucoup plus important que jadis. Ils n'ont donc plus de mérite et donc ils restent fidèles à nos devises, les devises de nos écoles, la devise classique du Bran-Percy pour la patrie et l'humanité et la devise de l'école de Bordeaux, sur mer au-delà des mers, toujours au service des hommes, qui je pense pourrait être la devise de tous les chirurgiens militaires ou civils qui servent dans ces conditions difficiles. Je vous remercie de votre attention.
Oui, juste un mot très rapide. Je te remercie de ce très bel exposé que j'ai déjà entendu de manière un peu différente. Je voulais dire que vous faites un excellent plaidoyer pour la chirurgie générale, qui disparaît malheureusement au profit des spécialistes, voire des hyper-spécialistes, voire des actes non interventionnels, mini-invasifs, comme on voit maintenant. Il y a encore une place pour la chirurgie générale. Imaginez par exemple la réaction vis-à-vis des grandes catastrophes comme il y a eu récemment au port de Beyrouth ou ailleurs. Il vaut mieux tomber entre les mains d'un chirurgien généraliste apte à faire face à ces catastrophes qu'en face d'un hyperspécialiste. Là, il y a une réflexion à avoir pour la formation des jeunes. Oui, c'est vrai, mais la réforme de 2017 a rendu les choses très, très difficiles maintenant. Ils peuvent même, s'ils veulent, être totalement filiarisés sans faire un stage hors de leur spécialité. Oui, pour prolonger la réflexion de Jacques Beaulieu, est-ce qu'il y a des points de rencontre possibles, en particulier dans les grands centres de traumatologie nationaux en France, entre les jeunes chirurgiens militaires et les jeunes chirurgiens civils qui pourraient partager cette expérience et éventuellement également le matériel utilisé dans ces circonstances Oui, ça se fait déjà. Il a été créé à l'occasion de la réforme du 3e cycle la formation spécialisée transversale chirurgie de guerre et catastrophe qui est ouverte aux chirurgiens civils, justement qui vont servir en traumatologie. Et la moitié des enseignants dans cette EFST sont des chirurgiens militaires. Donc il y a une collaboration très importante dans l'enseignement de cette chirurgie, effectivement. Tu n'as pas développé les assistances. Alors les assistances, c'est un vaste sujet pour lequel, à un moment donné, on s'est beaucoup intéressé à la téléchirurgie. C'est l'opération Lindbergh de Maresco, c'est-à-dire faire le geste à distance. En fait, c'est extrêmement complexe parce que d'abord, il y a le problème des bandes passantes et il y a le problème du délai. C'est-à-dire quand on fait un geste, là, il y a une demi-seconde, je ne me souviens plus des chiffres exactement, et pour en urgence, c'est très compliqué. Et la deuxième chose en urgence, c'est quand on rentre dans un domaine hémorragique, généralement, on voit rien du tout. On sent au doigt, etc. Ça, il y a aucun robot ne pourra faire ça. Par contre, beaucoup plus intéressant, c'est la téléassistance. C'est de pouvoir donner des. Alors, on a fait des études là-dessus. Il y en a d'autres encore actuellement. C'est-à-dire qu'on a des systèmes soit dans les lunettes, soit de caméra, qui fait que on voit le geste que fait le chirurgien et on peut lui donner des conseils. C'est bien pour la chirurgie réglée, pour la chirurgie vraiment d'extrême urgence, et on verra rien. Enfin, celui qui aidera ne verra rien. Mais c'est très intéressant. Une des limites, c'était le problème des bandes passantes, puisque ça fait passer beaucoup de données. Mais à l'heure actuelle, semble-t-il, on fait une espèce de bulle 5G ou je ne sais quoi, qui permettrait de résoudre ce problème de bande passante. Mais c'est tout à fait fondamental, surtout pour la chirurgie réglée, où là il faut la téléassistance. J'éteins. Oui, une question. Tu as montré des DVD pour, il me semble. Est-ce que les ressources de formation, tu as montré ça, les 5 grands modules, Oui. Sous forme numérique, est-ce qu'éventuellement le portail de l'Académie de chirurgie pourrait dupliquer ces contenus et les proposer de manière plus vaste? Ah, je pense, oui. Nous avons un site, il y a un site à l'école du Val-de-Grâce où il y a tous les cours que je vous ai montrés là sont en ligne. Effectivement, je pense qu'il est facile d'avoir un accès. Ce serait peut-être une manière de faire plus connaître ces ressources de formation. Ok. Oui, j'ai une question très précise pour vous, puis une question qui va aussi sur Dumurgier, Beaulieu et vous. Ma première question, c'est est-ce qu'un chirurgien non militaire peut participer à l'enseignement et donc secondairement intervenir à les forces extérieures ou pas? Alors, il peut participer à l'enseignement. On l'a fait en particulier pour la pédiatrie, parce qu'on n'a pas de chirurgien pédiatrique. On a fait venir des chirurgiens pédiatriques pour nous faire des enseignements. On a encore des gynécologues. Il peut participer à des cours. Moi, j'ai fait venir des chirurgiens d'ONV en particulier pour faire des cours parce que c'était extrêmement intéressant. Pour participer à une opération extérieure, il faut être militaire, même si c'est pour une brève période. Donc, il faut être réserviste. Donc, ça débouche sur la deuxième question. À l'époque où on va peut-être avoir une élection politique et qu'on parle beaucoup de réintroduire parfois le service militaire, qu'il soit civil ou militaire à sens propre, je voudrais avoir votre opinion aussi bien à vous
et à toi de savoir où en est, quelle est votre réflexion sur les anciens postes qu'on avait, notamment de VSNA, puisque c'était un moyen de débuter des relations avec l'étranger qui après se conservaient toute la vie durant. Est-ce que vous seriez favorable à pousser politiquement l'idée, si jamais un politique envisageait de rétablir un service qui soit civil ou militaire, je vous dis, de les soutenir dans cette direction? Je dis souvent. Oui, la première chose, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que dans ces opérations extérieures, il y a une participation très importante de chirurgiens de réserve, d'officiers de réserve, qui sont donc des civils, mais qui ont suivi des formations spécifiques pour les opérations extérieures. Moi, je répondrai à notre collègue, j'ai été président national des officiers de réserve. Et je pense qu'un service national, à l'heure actuelle, n'est vraiment pas la bonne idée. Et qu'on peut développer l'utilisation de réservistes à l'extérieur, mais ce ne serait pas un service national. Je pense qu'il est complètement dépassé, mais c'est un autre débat. Non, mais s'il n'y a plus de service national, comment on va avoir des réservistes? D'où viendront-ils? Mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de service national et il y a toujours des réservistes. Oui, ils vont s'y peser. Ça, c'est comme quand on a défendu l'internat. Je m'excuse d'intervenir comme ça, peut-être. Quand on a supprimé l'internat, on s'est dit, il n'y aura plus d'anciens internes. Quand on a supprimé l'externat, il n'y a plus d'anciens externes. Donc, s'il n'y a plus de militaires, il n'y aura pas de réservistes. Je ne comprends pas comment vous puissiez soutenir cette idée qu'il y aura encore des réservistes s'il n'y a plus de militaires. Ah ben, je peux vous garantir qu'il y a des réservistes qui ne sont pas issus du service national. Oui, mais Et ça depuis des années. C'est le quota qui ne va pas être suffisant. Ouais, effectivement, mais ça débat. implique de leur faire une formation et tout réserviste qui est déployé en opération extérieure doit avoir fait le Cachirmex en totalité. S'il ne l'a pas fait, il ne peut pas être déployé, ce qui me paraît normal. Comment? Parfait, merci. Deux questions. D'abord, une réponse à l'intervention de Jacques Beaulieu à Beyrouth. Les chirurgiens libanais, il y a un tissu hospitalier qui est très important. Vous savez qu'il y a quand même 7 ou 8 universités médicales à Beyrouth. Donc, lorsqu'il y a eu la catastrophe, les patients ont été dirigés vers les hôpitaux à Beyrouth et ont été pris en charge. Et c'est vrai qu'ils ont travaillé 24 heures sur 24 et que ça a été assez compliqué et assez difficile. Mais fort heureusement, il y avait plus de choses bénignes que de blessés graves. Moi, je voudrais revenir sur le problème de la coopération entre la France et les différents pays du continent africain. Je pense qu'il y a un manque de motivation de nos sociétés savantes en France. Il faudrait les remotiver pour organiser une coopération avec les pays africains. Je voudrais prendre par exemple l'association des orthopédistes de langue française. On a quand même pas mal de difficultés à faire comprendre à la société d'orthopédie qu'il y a une nécessité de coopération qui est importante parce que c'est toujours pareil, il y a des problèmes de financement, on n'a plus d'argent dans nos sociétés savantes, donc on ne peut pas aider au financement. Et puis, en ce qui concerne la formation, et j'aime beaucoup ce qu'a dit Jacques Beaulieu sur la nécessité de décentrer finalement la formation sur des pays où l'enseignement est bien organisé. En ce qui concerne l'orthopédie, on avait imaginé au niveau de l'association des orthopédistes en langue française, étant donné qu'il y a de plus en plus de difficultés pour financer des internes, etc., dans les services hospitaliers en France, de faire un centre de formation à Dakar pour les orthopédistes. Bon, alors, tout le monde était d'accord pour faire ça. Le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'on a proposé ça et qu'à ce niveau-là, à Dakar, rien ne s'est passé et qu'il n'y a pas eu d'organisation. Alors, comment peut-on aider pour développer ces centres de formation qui seraient à l'extérieur de la France, qui restent très francophones et pour lesquels je pense qu'on aurait une grande utilité à coopérer et notamment comment motiver et je pense que ça c'est un rôle de l'Académie de chirurgie, de motiver nos sociétés scientifiques en France, nos sociétés savantes pour faire de la coopération internationale, quelles que soient les spécialités. Bon,
Je n'ai pas d'idée particulière, mais effectivement, si on veut faire une formation déplacée comme ça, il faut la collaboration des enseignants sur place. Et alors nous, à Dakar, on a un certain nombre d'agrégés du Val-de-Grâce dont on pouvait faire, on a fait quelques formations comme ça. Mais après, je pense que ça dépend de... Il faut qu'il y ait une réactivité au niveau du pays et ça, on ne peut pas le maîtriser, je pense. Là, c'est compliqué. Claude? J'ai pas beaucoup insisté à la fin, mais il faut quand même voir que tout ce qui décide en France, elle est conforme aux OMD et aux objectifs du développement durable. Et donc, si vous lisez ces textes, ce sont des textes mondiaux, globaux, eh bien, actuellement, les financements français, du contribuable français, disons, eh bien, il n'y a rien. Et donc, même les sociétés savantes qui voudraient faire quelque chose, d'où vient l'argent? Alors, il y a l'argent privé, il y a les fondations, etc., etc. Mais je pense que, pour répondre à Jacques Caton, c'est très difficile de financer. Vous pouvez difficilement financer des orthopédistes pour les congrès d'orthopédie et réciproquement. Actuellement, il n'y a plus d'argent pour la coopération, pas la coopération dont j'ai parlé au début, ça c'est fini, on est bien d'accord, mais pour continuer. Et actuellement, la seule arme qui reste, c'est bien, ce sont les postes FFI, DFMSA et tout ça, qui représentent 1800 postes. Hein, il y a à peu près autant de stagiaires associés qui viennent chaque année. Et c'est là où on peut agir, me semble-t-il, c'est que ces FFI qui viennent en France, évidemment, ils sont jeunes, ils sont au début de leur carrière de spécialistes, mais on peut les encadrer, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure, des alumni, hein, à la fois au niveau des ambassades dans les pays en question, entretenir, et je ne vois pas pour le moment d'autres moyens, étant donné les finances actuelles en France, puisque tout l'argent part ailleurs. Et vous avez cité le Fonds mondial, mais aussi les aides pour la couverture mondiale, la médicale universelle, etc., etc. Lisez les OMD, ODD, vous verrez que pour les hommes politiques, les décideurs, les parlementaires, les ministères de la Santé, pour l'étranger, c'est exclu de donner des aides pour la chirurgie francophone. Merci. Merci. Oui, est venue du congrès des RICF une proposition d'un collègue de Côte d'Ivoire qui me paraît peut-être apporter une piste à creuser. Il faut que notre pays ait des besoins d'échange aussi qui bénéficient à nos propres élèves. Par exemple, que nous soyons en mesure de faire des espèces de stages croisés, faire envoyer nos propres internes ou chefs de clinique en stage à l'étranger parce qu'ils vont acquérir une expérience de chirurgie directe qu'ils ont de plus en plus de mal à avoir en France. Et inversement, les collègues africains qui ont besoin de s'acclimater à la chirurgie technologique peuvent venir apprendre. Et donc là, ça pourrait constituer une espèce de monnaie d'échange réciproque qui fasse que le frein financier dont on parle soit peut-être levé parce que nous aurons, nous, intérêt en France à organiser ces choses-là pour nos propres chirurgiens. Et donc ça pourrait être une piste de travail qu'on pourrait proposer à nos dirigeants futurs. On peut imaginer que la fameuse mobilité, ça comporte aussi un semestre en stage, non pas pour faire de la recherche, mais pour faire de la chirurgie ouverte dans un pays africain. Et on pourrait l'imposer comme on l'a fait nous. Mais bon, je ne sais pas. Pour mettre l'accent sur la mise en commun des moyens, puisque ces moyens diminuent, je rappelle l'existence de la Société de chirurgie d'urgence qui est venue présenter à l'Académie avec Catherine Arvieux et Paul Balandreau, qui est à la fois civil et militaire et qui forme des jeunes au Cachirmex ou à l'équivalent. Jacques Caton. Qui? Bien, merci. Le problème de la mobilité est un problème très important.
Et c'est une suggestion que je souhaite qu'on fasse au niveau de l'Académie nationale de médecine et notamment au Comité des relations internationales. Pour avoir participé à une réunion en Europe sur la mobilité des étudiants en médecine, on s'est aperçu par exemple que dans le cadre d'Erasmus, lorsqu'il y a 18% de mobilité sur les étudiants qui sont en deuxième, troisième année de licence autre que la médecine, au niveau de la médecine, pour les deuxième et troisième années, il y a moins de 9% de mobilité. Déjà, il faut essayer de motiver la mobilité des étudiants en médecine en début de cursus, notamment dans le cadre d'Erasmus, où vraiment c'est un cadre qui est très organisé pour cela. Et la deuxième chose serait d'instituer un problème de mobilité extérieure pour les internes en chirurgie, par exemple, à ce qu'ils puissent aller faire un stage de 6 mois ou deux fois 3 mois dans des pays où on souhaite mettre en place de la coopération. Et je pense que ça, c'est un problème que l'Académie de médecine peut saisir, et notamment au niveau du Comité des relations internationales, on peut y réfléchir pour savoir comment on peut organiser cela, notamment avec les doyens, avec les responsables de l'enseignement de chirurgie, etc. Pour ça, j'en parle à Patrice, notre président. Bernard Cresset, vous voulez poser une question? Bon. Il faut appuyer sur le bouton. Je vous la poserai tout à l'heure parce qu'elle intéresse un peu l'ensemble des exposés, en particulier celui de Madame Elsa Nègre. Merci.